Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Africa Tribune, votre magazine hebdomadaire consacré au décryptage de l'actualité internationale vue sous le prisme africain ou l'actualité simplement du continent. Au menu de cette édition, deux sujets majeurs. La première escale nous conduit du côté du Niger où les tensions diplomatiques s'accentuent avec la CEDEAO opposée à une transition de 3 ans proposée par la junte au pouvoir, représentée par le général Abdourahmane Tiani. Les tensions diplomatiques également qui s'accentuent avec tous les partenaires occidentaux et singulièrement la France, dont l'ambassadeur est depuis ce 25 août persona non grata à Niamey et dont le départ est sollicité ou exigé par la junte au pouvoir dans un délai de 48 heures depuis ce 25 août. Nous essayerons tout au long de cette émission de comprendre également quel est véritablement le rôle de la CEDEAO dans cette crise. Ce sera à travers un extrait du point de presse qui a été donné cette semaine par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui juge les réactions ou qui analyse la crise nigérienne, mais surtout l'implication de son propre président Alassane Ouattara et le jeu trouble de la CEDEAO. La deuxième escale, mesdames et messieurs, nous mène du côté de Johannesburg, en Afrique du Sud, la capitale sud-africaine qui accueille cette semaine du 22 au 24 août, le 15e sommet des BRICS, entendez Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Quelle est l'influence des BRICS dans la gouvernance mondiale? Et surtout, l'une des résolutions majeures fera l'objet de l'analyse tout au long de cette émission. En l'occurrence, l'arrivée convenue dès le 1er janvier 2024 de 6 nouveaux membres dans ce nouveau club, visiblement opposé à l'unilatéralisme occidental. Mesdames et messieurs, voilà pour le menu de cette émission. Ils seront 3 à porter la réflexion autour de ces deux thématiques. Je commence par accueillir le premier invité, le professeur Elvis Ngolengole, politologue, ancien ministre. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge, c'est toujours un très grand plaisir de partager ce prestigieux plateau de Africa Tribune avec des éminentes personnalités que je connais très bien, monsieur le recteur Onanguiné, monsieur le maire Nyamek. Nous nous connaissons très bien et nous nous estimons beaucoup. Et je pense que nous allons enrichir ce débat qui est très républicain pour à l'attention de votre grand public. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le ministre. Rappelons, comme je le dis, vous êtes membre du gouvernement au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ici au Cameroun. Mais c'est surtout, vous êtes également coordonnateur de l'Académie du Parti, donc en politique de premier rang, mais c'est surtout en votre qualité d'expert en relations internationales que nous vous accueillons ce soir. Non, c'est toujours un plaisir pour moi. C'est un privilège, un grand honneur. Surtout quand on est en plateau avec les personnalités que je reconnais comme experts aussi. Donc pour moi, c'est vraiment, je suis à l'aise. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le ministre. Un expert à votre gauche, c'est, on l'appelle généralement monsieur le maire, ancien maire de la commune de Maka. Sylvestre Lebel, Niek est analyste des politiques économiques, chef d'entreprise également. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. C'est surtout bonsoir. Le professeur fait bien de présenter le panel à votre place. J'assume mes amitiés avec le professeur. Ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on partage ce nombre de valeurs. C'est toujours un plaisir que je me retrouve. Et avec lui, mais également avec mon neveu, s'il faut le dire ainsi, c'est Onanguiné. Sur ce plateau. Merci une fois de plus d'être là, Sylvestre Lebel. Vous l'avez déjà introduit, le professeur Mathias Eric Onanguiné est politologue, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 1. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Sepo. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux téléspectateurs. Merci à tous les trois d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, je vous convie d'abord
à prendre une toute première escale dans des deux qui sont annoncés. On va du côté d'Abidjan où se tenait cette semaine un point de presse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui a donné son avis sur la situation non seulement de son pays, sa candidature, mais c'est surtout son regard sur la crise nigérienne qui a retenu notre attention. Je vous propose d'écouter cet extrait, on se retrouve pour la suite. Ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au 2e mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un coup d'État ça? C'est un coup d'État. Donc moi je vois des gens, il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et c'est toi. Et c'est toi. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Je vous le dis. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Je connais Bazoum, je connais Youssouf, tout ça. Je les connais. C'était mes copains. La CEDEAO, là, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. Et ce sont les gens d'une certaine tendance qui parlent le plus fort. Première chose. Deuxième chose, si vous voyez au niveau de la CEDEAO, les problèmes, c'est dans les pays francophones. C'est dans les anciennes colonies françaises qu'il y a les problèmes. Aujourd'hui, c'est en Guinée, au Burkina,
au Mali, au Niger, alors qu'avant, il y a eu des problèmes ailleurs. Mais aujourd'hui, les pays non francophones là, sont un peu tranquilles. Même dans le reste de l'Afrique, les pays non francophones sont un peu tranquilles. Mais c'est dans les pays francophones là. Ah là là. C'est que le problème, Bazoum est un prétexte. Bazoum, c'est un petit gars dans l'analyse. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Il faut qu'on milite pour que Bazoum soit libéré. Qu'un chef d'État de la région ou d'ailleurs accepte de le recevoir, lui et sa famille. Et comme ça, on aura vidé la partie émotionnelle du problème. Parce que maintenant, est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce qu'ils ne vont pas le tuer? Bon. Encore que s'ils voulaient le tuer, ils l'auraient déjà tué. Mais je pense qu'ils ne vont pas le tuer. Bon, mais quand même, cette partie émotionnelle sera vidée. Mais moi, vous savez ce que je souhaite que la CEDEAO fasse? Je souhaite que sa force en attente là. Moi, j'ai rigolé l'autre jour. Quand j'écoutais mon président parler, quand il dit oui, moi je vais envoyer un bataillon. Un bataillon, ce n'est rien pour aller faire une guerre. Un bataillon. Peut-être comme il n'a pas fait l'armée, oui. Moi je suis sergent, j'ai fait l'armée. Alors, c'est quoi un bataillon, monsieur le président? Mais un bataillon, c'est 3 compagnies. Un bataillon, c'est 3 compagnies. Mais bon, dans les pays où ils sont plus larges, ils peuvent aller jusqu'à 4 compagnies, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Un bataillon ne peut même pas occuper population. Vous comprenez? Un bataillon, ce n'est rien. Bon, comme la CEDEAO compte 15 États et qu'il y a 14 qui ne sont pas en coup d'État, peut-être qu'il s'agit de faire en sorte qu'on ait 14 bataillons. Bon, là, ça peut un peu compter. Mais, vous savez, je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé, qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. Voilà, c'était la déclaration, un extrait du point de presse du président Laurent Gbagbo, teinté d'humour, mais aussi un discours, on va dire, de sage, très profond. Je commence par vous, professeur Avis Ngolé, votre réaction. On a retenu quelques déclarations phares. Le président Laurent Gbagbo parle de jeu de mensonges et on retient principalement sa proposition de discuter pour la libération du président Bazoum, mais de ne surtout pas envisager qu'on puisse le réinstaller au pouvoir à Niamey. C'est un avis éclairé, c'est une position de réalisme par rapport à ce qui se passe généralement lors des coups d'État. On a rarement vu un
président ayant subi un coup d'État être réinstallé? Vous savez, je suis parfaitement d'accord avec le président Gbagbo dans la mesure où il a dit que d'abord le coup d'État est consommé. Tout à fait. Puisque ça a réussi. Et que maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? Je crois que le coup d'État qui a eu lieu au Niger est d'abord un problème à l'ordre interne du Niger. Donc ça regarde les Nigériens d'abord. Et je pense qu'après 63 ans de l'indépendance ou des indépendances africaines, les Nigériens sont capables, avec bien sûr l'aide et la sagesse des autres États africains, de résoudre le problème interne au Nigeria. Donc, ce coup d'État est consommé. Et maintenant, pour demander qu'est-ce qu'on fait, je suis d'accord avec lui que si on dit qu'on va résoudre le problème à travers une force d'attente, en attente de la CEDEAO ou bien une autre force, je crois que peut-être je ne veux pas utiliser ces mots qu'on a menti, mais je pense que ça ne peut pas être, ça ne peut pas réussir, ça ne peut pas prospérer. Je pense que c'est mieux et c'est plus logique qu'on passe par les négociations diplomatiques. Si à court terme c'est pour libérer le président déchu, c'est tout à fait normal. Nous sommes tous d'accord sur le plan des droits de l'homme qu'on libère le président déchu. Mais si c'est pour instaurer la démocratie, d'abord, la restauration de la démocratie nigérienne est un problème interne au Nigeria, aux Nigériennes. La seule chose que le président Gbagbo n'a pas dit, c'est que est-ce que le fait que le coup d'État a eu lieu et s'est consommé, ou bien si ça n'a pas réussi, si un coup d'État a lieu, est-ce que c'est la meilleure manière dans une Afrique des valeurs républicaines, dans une Afrique qui est la indépendance souveraine depuis 63 ans, est-ce que c'est la manière d'accéder au pouvoir en Afrique? Il n'a pas dit ça, puisque moi je pense qu'après 63 ans des indépendances, je suis convaincu que les Africains se sont réveillés, l'Afrique est mature, il y a des valeurs, il y a des cultures, il y a des cerveaux. Les Africains sont capables, dans chacun des 54 États, de résoudre leurs problèmes de l'ordre interne sans demander les forces en attente que de quelque part. Puisque l'Afrique, je suis convaincu que l'Afrique est mûre et qu'après 63 ans d'indépendance, les indépendances que nous avons vécues, toutes sortes de pressions, toutes sortes de défis. D'abord, ces indépendances ont... Les indépendances africaines ont eu lieu dans un monde bipolaire, puisque c'était après la Deuxième Guerre mondiale, et qu'après la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique, le monde est devenu en quelque sorte unipolaire. Et les États africains, pendant 63 ans, ont été comprimés pendant ces 63 ans. Et que maintenant, pour la plupart des citoyens du peuple africain, nous sommes d'abord l'Afrique avec sa population qui est estimée à 1,4 milliard de personnes. Je crois que les Africains sont capables, sont mieux de résoudre tous les problèmes de l'ordre interne dans leur pays, dans leurs États respectifs. Et je ne pense pas que c'est à travers les forces en attente ou les pressions de l'extérieur que ça va avoir lieu. D'ailleurs, l'OUA a dit clairement que lui préfère la négociation ou les négociations diplomatiques. Je pense que c'est la voie logique, c'est la voie de sagesse. Et je suis convaincu que les peuples africains est mieux. Je suis convaincu que c'est le moment de l'Afrique de montrer que lui, elle est capable en tant que civilisation, en tant que région, en tant que continent, de résoudre ces problèmes internes sans se référer à des choses qu'on faisait avant dans les années 60-70. On a dépassé ce stade-là. Je suis convaincu qu'on peut résoudre le problème nigérien avec le peuple nigérien sans se référer
aux autres instruments comme la Fox en attente de la CEDEAO ou de notre groupe ou de notre État. Sylvestre Lebelniek, dans le propos du président Laurent Gbagbo, en filigrane, on ressent une certaine attaque à l'endroit de la France. Il le dit clairement, aujourd'hui, les anciennes colonies françaises connaissent des turbulences. Dans cette zone de la CEDEAO, c'est essentiellement les pays francophones. Et il dit certains leaders de la CEDEAO sont pistonnés, sans citer clairement qui est le piston ou qui pistonne. Alors, le regard que vous portez sur cette position du président Laurent Gbagbo, qui clairement identifie le mal comme étant le mal de la CEDEAO, de cette sous-région, qu'il impute clairement à la France. C'est pour comprendre ce qui se passe au Niger. Il faut savoir comment le président Bazoum arrive au pouvoir. C'est ça le problème. Le président Bazoum arrive au pouvoir parce que Issoufou ne voulait pas faire le troisième mandat qui était constitutionnellement impossible. Il a donc mis ce que nous appelons en mathématiques le trait d'union, qui devait servir de transition pour qu'il revienne au pouvoir soit lui-même, soit autrement, mais c'est toujours lui. Maintenant, lorsqu'on écoute Gbagbo, il faut savoir qu'on écoute un ancien chef d'État qui a souffert de la France. Donc, il n'est pas libre, lui non plus, il faut le lui reconnaître. Maintenant, il exprime également ses ressentiments. Mais lui-même est arrivé un peu grâce à la France aussi, il faut le dire. C'est ça le problème. Ce qu'il décrit, selon les pays francophones ont des problèmes, ce n'est pas être là contre la France, il dit la vérité. C'est un fait. Je ne peux pas dire que c'est seulement les pays francophones, mais en Afrique de l'Ouest, actuellement c'est les pays francophones qui ont des problèmes de gouvernance. Maintenant, le vrai problème dont il parle de sa Côte d'Ivoire natale également. Il en parle à la troisième personne, en fait on sait à qui il s'adresse. Il vous dit, vous ne pouvez pas aller faire leçon de démocratie ailleurs, alors que chez vous, vous avez exclu du champ démocratique tous les opposants. Dont lui principalement, qui a été radié de la liste électorale. Entre autres, lui aussi. Et pour mieux se faire voir, il faut qu'il mette ça dans une enveloppe globalisante, on le comprend. Mais je dis qu'il ne ment pas. Maintenant, parce qu'il y a eu 2 coups d'État au Niger, le même jour. Le premier coup d'État, je pense que la France qu'on indexe devait être parfaitement au courant. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'ils n'ont pas de base militaire, donc de renseignement militaire percutant au Niger, s'ils n'étaient pas au courant. Mais comme moi je pense qu'ils étaient au courant, ils étaient d'accord. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais prévu ce qui s'est passé après. La réaction des autres militaires en dehors de la garde présidentielle. Parce que Bazoum a connu ce qu'on appelle en politique la bavure d'être au pouvoir depuis 2 ans. Et d'être comme Golem Elvis, qui estime que lorsqu'il est dans un ministère, les collaborateurs qu'il a trouvés sont ses collaborateurs. Les autres estiment que chacun vient, il installe son équipe pour obéir à sa politique. Bazoum a effectivement fait la même erreur. Il a estimé que bon, la garde présidentielle, qui est, je rappelle, de 700 hommes seulement, mais qui est armée 5 fois plus que toute l'armée nigérienne, il a maintenu le même commandant, ou tout au moins, il n'a pas pu l'enlever. Il a subi le directeur de sa campagne, il a subi le même directeur qui devait passer ministre du pétrole, et c'est en fait lui qui gère les affaires qui font des problèmes aujourd'hui. C'est le fils, Issoufou. De son prédécesseur. C'est ça le problème. Lorsque la garde présidentielle, avec l'accord de somme de personnes, pose le premier acte, l'armée n'est pas d'accord, les autres membres de l'armée, les autres corps d'armée ne sont pas d'accord, mais ils sont convaincus, ils acceptent, si ce n'est pas Issoufou qui revient. C'est ça l'analyse, hein. Ils acceptent finalement, et là on est en pleine transition. Je ne pense pas que Gbagbo se trompe. Gbagbo dit que les gens mentent, parce qu'il sait lui aussi, il vous dit que c'est ses amis. Il sait qu'il y a eu un deuxième coup d'État, c'est celui-là qu'on ne peut pas changer. Parce que le premier semblait être facile. En réalité, on vous laisse avec un micro dans le sac qui fait le compte. C'est comme le garde du corps du ministre. Hein. Tous les gardes du corps ont un commandant à qui ils rendent compte tous les soirs de l'activité du ministre. Tout à fait. C'est ce micro qu'on appelle commandant de la garde présidentielle nigérienne qui est resté. Bazoum n'a pas pu couper le son à ce micro et il est là où il est. Ça, c'est le principe. Maintenant, comment ça va se passer? Ça va se passer que les intérêts, pour le moment, la diplomatie qui joue, ce n'est pas pour le Niger.
lorsque l'Occident et les autres vont s'entendre sur le partage des ressources naturelles du Niger, parce que c'est ce qui est en cours, on va effectivement attaquer le Niger. Et les autres ne vont rien faire. Malgré le... Je dis que lorsque la Russie, la France et tout le monde sera, les États-Unis, l'Italie, ils vont s'entendre sur le partage des ressources, on va attaquer le Niger. Très bien. Et lorsqu'on aura attaqué, il y aura deux choses. Soit les autres vont comprendre et dire, dans cette affaire-là même, est-ce que je peux véritablement partir du pouvoir, être humilié et revenir parler aux militaires? Parce qu'on ne va pas vider l'armée. Et là, dans tous les cas, on va arriver à une transition, peut-être pas avec les mêmes militaires, mais avec d'autres personnes, étant entendu que et les militaires au pouvoir et Bazoum vont être obligés d'aller ailleurs. C'est pour ça que Gbagbo dit qu'il faut bien qu'un chef d'État de la région ou d'ailleurs accepte de le recevoir. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais dans le cas contraire où ils ne s'entendent pas, il y a également une possibilité que l'armée étant, je peux dire, mise en coupe réglée au Niger, qu'on utilise les relais internes pour faire un coup. C'est ça qu'il dit, c'est un coup. Maintenant, c'est pour ça que le régime actuel au Niger anticipe en demandant aux ambassadeurs de la CEDEAO qui est contre eux et de l'Occident pour lui dire de partir. Parce que c'est dans les ambassades qu'il y a effectivement les instruments de renseignement. S'ils partent, on aura coupé. Maintenant, je ne suis pas sûr que dans les relations internationales, qu'on ait dit à un ambassadeur de quitter le territoire avec ceux qui gouvernent à un moment donné. Parce que dans tous les cas, le coup d'État est consommé. Hein. Les gens sont effectivement au pouvoir. Ils ont nommé un premier ministre qu'on reçoit ailleurs. Vous savez que certaines personnes les reconnaissent. Et vous dites que votre ambassadeur ne partira, enfin vos ambassadeurs ne partiront pas parce que ceux qui sont là ne sont pas reconnus par vous. On ne vous demande pas de les reconnaître. On en parlera. Voilà. Professeur Mathias Eric Onanguigny, le rôle également de la CEDEAO pointé du doigt par le président Laurent Gbagbo. Rappelons que cette semaine, la CEDEAO a rejeté le plan de transition de 3 ans proposé par la junte au pouvoir il y a quelques jours. Ce sont des relations qui se crispent de part et d'autre. Alors, le regard que vous portez sur cette CEDEAO, le président Laurent Gbagbo, lui, il est clair, il dit il faut remplacer, il faut changer et puis remplacer cette CEDEAO. Oui, l'analyse que fait le président Gbagbo résulte d'une lecture de la situation régionale qui montre la fragilité de la CEDEAO et sa délégitimation progressive. Pourquoi la CEDEAO devient-elle illégitime? C'est parce qu'elle n'arrive pas à régler les problèmes qui sont censés être à sa hauteur. Et le problème le plus important en Afrique de l'Ouest, c'est effectivement la propagation depuis le nord de la zone sahélo-saharienne du terrorisme de type djihadiste. Et c'est pour cela que les États dits francophones sont les plus exposés. Parce que ces États-là sont pour la plupart essentiellement situés dans cette zone sahélo-saharienne. Et ils sont donc beaucoup plus fragiles que les États dits anglophones, parce que le seul État anglophone qui est particulièrement affecté par cela, c'est le Nigeria. Mais le Nigeria a une structuration interne très complexe qui lui permet d'amortir cette propagation, parce que cette propagation, contrairement à ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, elle vient d'abord de l'intérieur, c'est-à-dire du nord Nigeria lui-même. Elle ne vient pas des pays de la zone nord de l'Afrique. Et la CEDEAO s'est montrée incapable, et vous avez vu comment, dans l'extrait que vous avez choisi, le président Gbagbo a fini, de mettre en place une stratégie pertinente pour lutter contre ce terrorisme dans cette sous-région. Elle a donc exposé un certain nombre de ses États membres à être fragilisés. Pourquoi ces États sont fragilisés? D'abord, leur condition économique est plutôt modeste. Ensuite, ces États-là ont généralement une grande extension territoriale. Et cette extension territoriale
existent dans un milieu ouvert, donc extrêmement difficile à contrôler. À partir de ce moment, ces États sont exposés chaque fois qu'il y a des réseaux de violence, des réseaux de criminalité, surtout quand ces réseaux de violence et de criminalité ont par ailleurs des arrière-pensées politiques. Voilà le contexte. Le deuxième élément, c'est que la CEDEAO, dans la gestion de cette situation, au lieu d'avoir le leadership, se fait le relais des perceptions et des intérêts de puissances étrangères, de pays qui ont certainement une certaine capacité de projection planétaire, mais qui ne se situent pas en Afrique. Et ce sont ces pays-là qui semblent orienter les choix de la CEDEAO. Et ça contribue à délégitimer la CEDEAO dans sa zone de référence. Concrètement, ceci signifie que les positions qui sont prises par un certain nombre de leaders de la CEDEAO sont perçues par de nombreux courants d'opinion situés dans cette sous-région comme étant essentiellement le relais des intérêts de la puissance française. Parce que cette puissance française, dans sa construction diplomatico-stratégique en Afrique de l'Ouest, a accordé une place importante à son ancrage au Niger. Pourquoi? Parce que le Niger, effectivement, a des ressources qui sont des ressources importantes, le gaz et le pétrole, mais surtout l'uranium. Et cet uranium, en raison des choix de politique énergétique qui ont été faits par la France, est précieux, capital, vital pour la France. Et effectivement, la France se trouverait en difficulté si advient au Niger un pouvoir qui ne serait pas dans son sillage tutélaire. Elle serait en grande difficulté, surtout si ce pouvoir choisit une voie où il va trouver d'autres partenaires pour gérer cet uranium et trouver en fait d'autres axes de coopération, soit avec d'autres grandes puissances de projection étrangères, soit avec des puissances régionales sahélo-sahariennes comme l'Algérie. Voilà pourquoi ce qui se passe est capital et la CEDEAO va bel et bien intervenir. Simplement, il risque d'avoir des effets qui ne sont pas des effets prévus. Et l'un de ces effets concerne en particulier le Nigeria. Par ailleurs, les autorités nigérianes doivent avoir une grande maturité stratégique et savoir que le Nigeria aussi est visé par cette opération et que c'est peut-être même lui qui est la vraie cible. Il faut savoir que dans les recompositions mondiales, une des grandes inquiétudes qu'il y a chez les puissances occidentales, c'est un réveil de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique, aussi bien ses leaders, ses élites intermédiaires que ses couches populaires, aient une nouvelle conscience des intérêts africains. Il faut donc empêcher que cette Afrique se réveille. Quel est le pays qui, fondamentalement, peut porter ce réveil de l'Afrique? Eh bien, c'est le Nigeria. Il y en a évidemment d'autres, mais symboliquement, seul le Nigeria, en raison de sa grande puissance démographique. Et aujourd'hui, il faut savoir que la puissance démographique est redevenue un critère décisif dans la puissance internationale. Pendant longtemps, l'économie politique dominante d'orientation occidentale avait dévalorisé la ressource démographique en disant que c'était essentiellement une contrainte pour les pays et les continents qui voulaient se développer. Mais on se rend compte aujourd'hui que les deux puissances montantes dans le système international sont la Chine et l'Inde, qui sont aussi les deux pays les plus peuplés du monde. Donc ça veut dire que la donne démographique est redevenue un élément important. Comment donc la crise que pourrait provoquer une intervention au Niger concernerait le Nigeria? Évidemment, en raison des attaches communautaires et culturelles qui existent entre le nord Nigeria, le sud et le centre du Niger. Et c'est quelque chose qui peut prendre un tournant que ces acteurs ne maîtrisent pas. Il faut savoir qu'évidemment, il y a des éléments culturels décisifs. Déjà, il y a la crise de Boko Haram qui affecte non seulement le Nigeria lui-même, mais aussi le Niger, le Cameroun et le Tchad. Vous ouvrez un front contre l'État du Niger au prétexte qu'il y a eu là-bas
un régime putschiste, vous ne savez pas quelles sont les répercussions anthropologiques que cela peut avoir. Parce qu'il ne faut pas négliger le fait que la communauté Haoussa, la communauté Kanuri, la communauté Peul sont présents dans les deux pays. Et dans la structuration géopolitique du Nigeria, même si le Nigeria a plusieurs pôles évidemment, c'est un élément important. Le pouvoir nigérian, qui est déjà contesté en raison des polémiques électorales, pourrait se trouver face à de gros problèmes si le Nigeria intervient au Niger, et ces problèmes viendraient du nord Nigeria. Par ailleurs, ça permettrait donc aussi aux autres puissances qui sont dans cet espace, qui entrent par leurs moyens, à l'exemple de la Russie, de mieux s'incruster, contrairement à ce que certains pensent. Et vous avez bien vu que face à la menace, il y a les régimes de transition militaire au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, qui ont clairement annoncé qu'ils viendraient en soutien non seulement politique, mais militaire au Niger. Et ça pourrait donner une configuration que les gens ne vont pas maîtriser. Donc il faut faire extrêmement attention. Est-ce qu'il y a un risque d'éclatement au sein de la CEDEAO de voir par exemple le Burkina Faso, le Mali sortir? Ils ont déjà clairement annoncé. Ils ont déjà clairement annoncé leur option. Et si on entre effectivement dans un conflit, ça pourrait entraîner effectivement une rupture qui ferait que ces pays quitteraient la CEDEAO. Donc il faut faire extrêmement attention, et c'est la solution politique qui est la plus importante. Comme disait le président Gbagbo, libérer le président Bazoum, obtenir qu'il quitte le Niger, comme il le disait, c'est un vieux politicien, le coup d'État est consommé. Donc en termes de rapport de force, le coup d'État est consommé. Ce que la communauté internationale africaine ou sous-régionale peuvent obtenir, c'est un recadrage de la transition, c'est-à-dire en faisant entrer d'autres composantes dans le régime de transition, notamment les composantes civiles liées aux différents partis politiques qui sont présents au Niger. Le Niger qui semble être, on va dire, le cimetière de la France, et c'est dans ce contexte que 94 députés de diverses tendances ont adressé une lettre au président Emmanuel Macron il y a quelques jours pour sonner l'alerte du déclin de la France, notamment sur le continent africain. Le Niger qui est grand pourvoyeur d'uranium nécessaire à l'industrie française, notamment en matière d'approvisionnement en énergie électrique. Alors, cette semaine, ce qu'il faut également noter dans cette actualité, c'est les crispations qui s'accentuent entre Paris et Niamey, et l'ambassadeur français en poste à Niamey s'est simplement vu servir une note l'invitant à quitter le territoire nigérien. Laquelle note on va lire, adressée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Nigériens de l'extérieur. Alors, le ministère des Affaires étrangères de la coopération de la République du Niger présente ses compliments au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française et a l'honneur de l'informer qu'en réaction à la note numéro 023/02674 du 8 août 2023 adressée à l'ancienne ambassadrice du Niger par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation du ministre des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur pour un entretien le vendredi 25 août 2023 à 10h30 et d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger, les autorités compétentes nigériennes ont décidé de retirer leur agrément à M. Sylvain Hitt et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger saisit cette occasion pour renouveler au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française des assurances de sa haute considération. C'est signé à Niamey le 25 août 2023. Alors, professeur Elvis Ngolé, on est là en pleine crise diplomatique, les crispations s'accentuent entre Niamey et Paris. Est-ce que la France ne devrait pas, c'est un parlementaire français,
clairement, voit clairement le déclin de la France. Est-ce qu'il ne faut pas, pour Paris, envisager une refondation de sa politique étrangère sur le continent africain? Là, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, la Chine, la Russie, qui font le contrepoids. Oui. Là, je suis un peu inquiet parce que on est en train de faire une sorte de distraction, puisque pour moi, le problème qui se pose, c'est qu'il y a une crise interne au Niger. Mais maintenant, il y a une distraction, c'est-à-dire, on va faire comme si la crise, c'est plutôt la crise diplomatique. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Bien sûr, la France est un grand pays. La France est un pays... C'est peut-être parce que ses intérêts sont... Ses intérêts sont au Niger, sont partout, sont globaux. Mais j'ai comme l'impression que chaque fois qu'il y a une crise quelque part en Afrique, on vous fait comme si c'est une Afrique où il n'y a plus... Une Afrique où... qui est désespérée, qui n'y a personne. Une Afrique où il n'y a pas de gens qui peuvent résoudre le problème. Ce n'est pas la France qui va résoudre le problème au Niger. Malgré tout le respect que j'ai pour la France, et je suis parmi ceux-là, comme peut dire que je suis francophile. Mais je vous dis ceci, que soyons sérieux. L'Afrique, après 63 ans des indépendances, je suis convaincu qu'est mûre, s'est réveillée. Et nous avons la force intellectuelle, les élites de toutes les couches, pour résoudre tous les problèmes à l'intérieur de nos États. Et en ce qui concerne le Niger, bien sûr, il y a eu, le coup d'État a eu lieu, c'est consommé comme le président Gbagbo disait tout à l'heure. Mais pour nous, l'essentiel pour nous en Africains, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à cela? Comment est-ce qu'on peut éviter voie de sortie de cette crise de Niger? Ce n'est pas les relations diplomatiques avec la France qui fait problème. Mais si on veut faire cette distraction, puisque cette distraction est classique en relations internationales, on va faire comme si le problème actuel, c'est le problème et les relations entre le Niger et la France, ou entre la France et le Niger. Pourtant, ce n'est pas ça. Mais pour ça la France a des intérêts au Niger. Nous sommes d'accord. Mais la France a des intérêts aussi ailleurs, même au Niger, au Nigeria même. Mais dire qu'il faut, si on veut focaliser sur les relations entre le Niger et la France, parce que la France a ses intérêts, l'uranium, le gaz, le pétrole et tout, on oublie que, non, le problème central, le problème c'est l'ordre interne au Niger. Comment on résout ça? Puisqu'il faut, le moment est venu pour que les Africains se posent la question. Pourquoi est-ce que, après les conventions qui ont été signées par l'Union africaine, qu'on ne veut plus le coup d'État, que les coups d'État ne sont plus acceptés en Afrique, ce n'est pas la voie par laquelle on doit accéder au pouvoir en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on voit ces derniers temps les coups d'État partout, surtout dans les zones sahéliennes comme nous avons? Il faut qu'on cherche à trouver des solutions à ces questionnements. Au lieu de faire comme si... Non, le problème actuel, ce qui se pose, c'est qu'il y a une tension ou des tensions entre le Niger et la France à cause de si l'ambassadeur a été... Je pense que là, le Niger est capable de résoudre son problème interne, à l'ordre interne, constitutionnel d'ailleurs, interne, et par la suite, on peut gérer les relations entre l'État souverain indépendant qui est nigérien et la France. Mais si on veut insister sur le fait que, oh, parce que la France a des intérêts, la France veut faire comme le président Gbagbo disait, c'est dangereux. Comme le professeur Ouangini disait tout à l'heure, si on passe par la voie de cette intervention militaire par la CEDEAO, je peux vous garantir qu'on va provoquer l'instabilité dans certains pays. Au-delà du Niger. Au-delà du Niger. Je peux vous dire ça. C'est une garantie. Mais en africain que je suis, je pense que le moment est passé. On ne doit pas accepter que l'Afrique revienne à ce stade d'instabilité où on doit toujours... Il y a toujours des problèmes internes à résoudre. Pourtant,
nous sommes mûrs. Nous sommes capables de voir quelque chose venir, un problème venir, et de trouver des solutions à ces problèmes. On n'a pas besoin que la solution vienne de l'extérieur, je ne pense pas. Monsieur le ministre, si vous permettez, l'Union africaine, vous l'avez rappelé, s'est clairement opposée à une belligérance entre pays africains. Voilà. Mais la CEDEAO, sa force militaire est en attente. Est-ce à dire que la voix de l'Union africaine, qui privilégie la diplomatie, la voix de l'Union africaine ne peut pas s'imposer dans une crise? J'ai voulu vous rappeler tout à l'heure qu'on a la crise libyenne qui n'est pas terminée, qui est, on va dire, à cause des interventions toujours étrangères. Ce sont des pays étrangers, c'est l'Union européenne qui est au premier rang, les États-Unis. Est-ce que ce n'est pas la diplomatie africaine, en réalité, qui est mise à mal, qui prouve, crise après crise, son inefficacité ou son incapacité à imposer sa voix sur le continent? Bien sûr, là, je suis d'accord, puisque nous sommes en Afrique. Et je pense que, comme nous avons vu dans le cas de la Libye, nous connaissons la suite puisque la réalité est là. Maintenant, c'est le cas du Niger. La diplomatie africaine doit montrer de quoi il s'agit, c'est-à-dire son efficacité, pour aider les Nigériens à résoudre ces problèmes sans se référer à une force en attente qui n'est pas claire, qui est comme le président Gbagbo disait tout à l'heure, des pistonnets. Je crois qu'il faut éviter ça. Je crois qu'il y a assez de la sagesse africaine. Il y a assez de logique, des raisons pour que la diplomatie africaine triomphe. Je suis convaincu de ça. Et je ne pense pas que les Nigériens sont contre cette sagesse. Je ne pense pas. Même la junte au pouvoir, je ne pense pas qu'ils sont contre. Mais ceux qui vont passer par la voie de... Qu'est-ce qu'on va appeler ça? La voie de coup sécu, c'est-à-dire passer par la CEDEAO. Pourtant, on sait très bien exactement la réalité ou les réalités. Je pense que c'est dangereux puisqu'il faut voir. Est-ce qu'on veut mettre en danger ou bien on veut créer des risques pour la stabilité africaine au-delà du Niger ou non? Puisque vous voulez résoudre le problème au Niger, mais si vous créez des problèmes... Vous avez senti l'instabilité. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Tout le monde va dire que vous avez été... Il vous manquait la raison. Donc c'est mieux d'éviter de la précipitation, juste parce que vous voulez résoudre le problème au Niger. Et le problème, je dis toujours, actuel, ce n'est pas en fait les relations entre la France et le Niger. C'est l'ordre interne nigérien qu'il faut résoudre. Et je crois qu'il y a assez de la sagesse pour résoudre cet ordre interne. Très bien. Sylvestre Lebelniek, cet appel au départ de l'ambassadeur français intervient quelques jours après la dénonciation des accords militaires qui liaient le Niger à la France depuis les années de l'indépendance, des années 60, depuis 61, mais également les accords économiques. La France pourra-t-elle tenir tête au régime du général Tchiani qui a quand même vu les précédents au Burkina Faso, au Mali, où la France, on va dire, a perdu la face? C'est pour le problème des pays africains en général, ce n'est pas tant les rapports qu'on a avec la puissance tutélaire ou autre. C'est que nous n'arrivons pas à régler les problèmes de nos peuples. Problème de gouvernance? Non, avant la gouvernance, nous n'arrivons pas à régler les problèmes basiques. La santé, l'éducation, on n'arrive pas. Et du coup, on leur vend la drogue qu'ils aiment. Les gouvernants, tous sans exception, vendent la drogue que les populations aiment, c'est-à-dire... Le sentiment anti-français. Le sentiment anti-occidental en général. Ça passe. Mais malheureusement, c'est contre-productif. Parce que, à supposer que l'ambassadeur de France, du Nigeria, du Sénégal, tout le monde parte, ça ne change rien à la situation économique du Niger. Rien du tout. Donc je pense que, là, sur le cas de Gbagbo, qu'il faut réfléchir à se battre contre le djihadisme, mais également à relever le niveau de vie des populations. C'est de ça qu'il est question. Donc, de mon point de vue, aujourd'hui, d'abord, je dois dire que je suis partisan de la démocratie africaine. Il peut arriver que chez nous, le modèle qu'on nous a imposé ne nous convienne pas. Il faut que les Africains commencent à réfléchir au modèle. Parce que vous ne pouvez pas être antidémocratique dans vos cultures et être démocratique au niveau de l'État. Hein? Est-ce que dans nos cultures, c'est la démocratie? Lorsqu'on veut élire le chef désigner le chef de Mbeng, est-ce que le vote est démocratique? Répondons.
Lorsqu'on veut élire le chef supérieur de Bamungum, c'est pas moi, est-ce que le vote est démocratique? Lorsqu'on veut élire le chef de Bamenda, c'est pas moi, n'importe quoi, est-ce que le vote est démocratique? Non. Il y a des lignées, il y a des lignées chefales, il y en a qui ne sont pas. Comment pouvez-vous faire croire que dans nos cultures, ne soit pas démocratique et que subitement, parce que l'État est sous tutelle, c'est la réalité, sous tutelle des Occidentaux, on nous impose, on dit non, c'est pas possible. C'est la première chose. Mais ce qu'on doit faire 63 ans après l'indépendance, c'est faire l'état des lieux. Nous sommes où? Pourquoi? Est-ce que nous sommes véritablement... Parce que l'indépendance n'est pas absolument la souveraineté. Hein? L'indépendance, on allait la chercher chez quelqu'un. La souveraineté, il faut l'acquérir soi-même. C'est ça le problème. Quels sont donc les instruments de souveraineté aujourd'hui dont disposent les pays africains et dont par conséquent le Niger? Pas beaucoup. Je peux vous rassurer qu'il est incompréhensible que moins de 20% de la population nigérienne ait accès à l'électricité et que l'uranium nigérien alimente, même si c'est à 10% la France. C'est incompréhensible. Ça, c'est encore la France. Il faut vider le vrai problème. Les accords qu'on nous a imposés, qui étaient en réalité des viols, doivent être mis en cause. Là, c'est la souveraineté que nous recherchons. Mais est-ce que nous voulons effectivement ça? Ou alors nous voulons un jeu de chaises que, bon, comme tu as beaucoup mangé, moi aussi je viens. C'est ça le problème. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on s'occupe véritablement des populations africaines. J'ai l'impression que lorsqu'un militaire est là, il regarde ses avantages. Lorsque Bazoum arrive, il regarde ses avantages, et ainsi de suite. Et on s'entend. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes en déphasage total, je dis mais en crise, entre les gouvernants africains dans leur globalité et les populations africaines qui, 63 ans plus tard, ne comprennent pas que le niveau de vie de certaines personnes se soit exponentiellement augmenté et que les autres soient encore dans la galère. Voilà le véritable problème. Maintenant, pendant qu'on réfléchit à comment faire, il faut bien qu'on vende quelque chose que le peuple aime et qu'on trouve l'assassin en face. Vous savez bien que quand je suis de Makaka, je suis dépassé, je dis que c'est mes voisins Oundo qui nous arrachent les terres. J'engage les pauvres dans une guerre avec les Oundo qui ne nous ont rien fait. Parce qu'on vit depuis avec eux. Donc je pense ma part que ce que le Niger fait, tout le monde le fait. C'est de bonne guerre en ce moment. Mais il faudra bien qu'on s'entende, qu'ils s'arrangent. Que d'ici 3 à 4 mois, qu'au delà du départ des ambassadeurs, qu'on commence à régler les problèmes du peuple nigérien. Parce que sinon, les mêmes gens qui ont applaudi l'armée, d'ailleurs qui ont d'ailleurs applaudi Bazoum, qui ont applaudi Issouf avant, vont applaudir, je ne sais pas moi, qui demain, qui sont militaires aussi. Donc le problème aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête et qu'on se demande que, est-ce que la voie que nous avons empruntée, sur le plan de la gouvernance publique, sur le plan de la gouvernance politique, est-ce qu'elle nous convient? Est-ce que c'est la bonne voie pour... C'est peut-être fondamentalement la bonne voie pour les autres. Mais est-ce que nous pouvons tenir? C'est la question. Est-ce qu'on peut véritablement arriver au niveau de souveraineté en utilisant les instruments d'ailleurs? C'est-à-dire que nous avons l'uranium chez nous. L'uranium, c'est à quoi nous savons. Est-ce que nous, on bénéficie de notre uranium? Non. Je rappelle que si vous revenez dans tous les pays africains, nous cultivons, on a cultivé pendant longtemps ce qu'on ne consomme pas. On s'est mis, les Américains ont créé ce qu'ils appellent l'Union internationale du travail, ils ont estimé que nous, l'Afrique de l'Occident général, nous, on devait leur servir de champ et envoyer chez eux. C'est ça, on est encore dans ce postulat-là. C'est ça qu'il faut briser. Si on le brise, on va amoindrir les coûts de vie. Je vous rassure que vous croyez que quelqu'un qui a de quoi se nourrir, se vêtir, soigner véritablement, écoute des hommes politiques qui lui proposent le coup d'État? Non. Il ne nous en préoccupe pas. Lorsque vous allez aux États-Unis, on entend parler du chef d'État lors des élections seulement. Il est très loin des populations. Chacun a son gouverneur, chacun a son sénateur, chacun a son maire, à qui il pose ses problèmes. Mais le problème, c'est nous, c'est la concentration de toute la régence, permettez-moi de le dire, la régence du pouvoir en place, en les mains d'une minorité qui aujourd'hui, je dois le reconnaître, n'arrive pas à faire leur mieux. Et c'est partout. Il faut régler ce problème. Et ce n'est pas avec la démocratie occidentale qu'on va le régler. Je rappelle que chez nous ici, si je manque du respect pour ce Ngolin, même à raison, nulle part je n'aurai raison. Nulle part. On me dit oui, mais tu pouvais attendre quand même que... Donc, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas être au pouvoir de façon démocratique, entre guillemets, et que l'armée qui est chargée, entre autres, de protéger les institutions de la République prenne le pouvoir. La CEDEAO est dans un dilemme aujourd'hui. On a vu 3 ou 4 coups d'État, pratiquement de la même façon, rien ne s'est passé. La CEDEAO est dans un dilemme. Et donc le Niger se dit qu'il va tenir vu que le Mali, la CEDEAO joue sa survie. Si la CEDEAO ne gère pas le problème nigérien, elle ne servira plus à rien et nulle part. Elle aura perdu sa crédibilité. Non, elle va servir à rien, même disparaître. Maintenant, elle va être remplacée par quoi? Et poser cette question à mon aîné Laurent Gbagbo, parce que j'ai dit, il nous faut quand même des organisations sous-régionales qui puissent nous faire arriver à l'intégration africaine. Mais si aujourd'hui,
La CEDEAO, qui n'est pas très loin de la CEMAC, pardonnez-moi pour le professeur Ngolé de le dire, qui n'est pas très loin des autres organisations régionales. L'Union africaine elle-même. Qui n'est pas je rappelle que vous ne pouvez pas être souverain si les financements dont vous bénéficiez pour le fonctionnement dépendent des autres. Il faut commencer par là. D'où vient-il que 54 États ne puissent pas cotiser chacun $1 million pour faire fonctionner l'Union africaine? Le siège de africain est conçu par d'autres personnes. C'est comme si j'habite chez mon frère au Guinée et je commence à lui parler d'indépendance. Non, il faut faire un choix. Donc les Africains, dans leur globalité, doivent faire le choix de l'indépendance octroyée ou obtenue de lutte. Autre, c'est l'octroi. Aujourd'hui, il faut arriver à la souveraineté et atteindre les instruments de la souveraineté globale. Notamment, il faudra bien à un moment donné que les Africains échangent avec des instruments qu'ils auront choisis entre eux. Vous avez compris, non? Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Le peuple crie et on leur sert le dessert qu'ils aiment bien. Mais ce dessert est comme la papaye, ça ne comme ça ne dure pas dans le ventre. Tu manges, lorsqu'ils vont pisser 2 fois, ils vont vous rappeler que c'est bien, la France est partie, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Niger, professeur Mathias Aïko, le Niger, en quête de souveraineté, ne risque-t-il pas l'isolement avec ses partenaires de la sous-région et les partenaires internationaux? Oui, dans la configuration de la crise, le Niger connaîtra une pression en termes d'isolement par les États de la CEDEAO, dont le projet officiel est de restaurer la gouvernance du président Bazoum, mais qui en réalité fonctionne comme écran devant permettre à la République française de reconsolider son ancrage stratégique au Niger. Et c'est là où il y a le problème. Je crois qu'on ne peut pas distinguer les éléments externes et internes. Ils sont foncièrement liés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le grand problème qui se pose en Afrique de l'Ouest en ce moment est le grand problème africain. L'Afrique est victime à l'heure actuelle de l'organisation du monde. Une organisation du monde qui en a fait la plantation de tous. Et comme elle est la plantation de tous, ceux qui sont censés être les ressortissants de cette plantation, en fait, ne sont réduits qu'à être des ouvriers de ceux qui contrôlent la plantation. Et le paradoxe, donc, c'est que les fruits de la plantation vont donc profiter aux propriétaires réels et contre les propriétaires nominaux que sont donc les sociétés africaines et leurs institutions politiques. Donc, l'organisation rentière que le système monde a imposée à l'Afrique bloque tout mécanisme de transformation. Et les leaderships eux-mêmes sont bloqués par ça, mais comme il y a des rentes qui sont associées au pouvoir, ils peuvent se consoler avec ces rentes. Mais ça ne résout donc pas le problème collectif de la construction d'un confort collectif pour l'ensemble donc des sociétés africaines. Et ce problème-là, dans le contexte spécifique de l'Afrique de l'Ouest, s'est renforcé parce que la dimension basique de la souveraineté, c'est-à-dire la capacité à assurer la sécurité quotidienne, est complètement mise en question dans les États qui sont donc passés au coup d'État. Et vous allez voir que ces États, il y a seulement quelques années, étaient présentés par rapport à d'autres États d'Afrique centrale comme des modèles de démocratie, de gouvernance et d'alternance. Seulement, on oublie que la démocratie comme formule politique n'a de sens que sur la base d'une souveraineté forte. Autrement dit, la démocratie, c'est l'organisation concurrentielle à l'intérieur d'un modèle de souveraineté forte. Si la souveraineté n'est pas forte, notamment dans sa capacité à procurer la sécurité de base à la communauté, ça peut tomber à tout moment. Autre problème donc, c'est que les ressources africaines sont essentiellement consacrées au développement du reste du monde. Il y a donc un effet d'éviction. Comme ces ressources vont pour le développement du reste du monde, évidemment, elles ne profitent donc pas aux Africains. C'est cette reconfiguration-là qui doit être faite. Elle ne peut être faite qu'au niveau continental. Le ministre Ngolé parlait d'une 60aine d'années d'indépendance. Aujourd'hui, on a vu précisément ce que
des leaders comme Nkrumah disait. Aujourd'hui, bon, les gens ont douté, d'autres se sont opposés, mais si on fait le bilan, c'est Nkrumah qui a eu raison, en disant que nous devions assurer la construction d'un grand espace, ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique, pour régler les problèmes internes concernant donc les constituants que sont nos États actuels. Nous sommes donc revenus au point de départ, celui de construire une grande ceinture continentale qui est le seul moyen de protéger l'Afrique contre les intrusions étrangères et fait que l'Afrique ne soit pas privée. Parce que ce n'est pas un problème de telle équipe dirigeante ou de telle autre. Ce problème-là, tous ceux qui gouverneraient tel ou tel pays africain seraient confrontés au même problème. C'est pour ça donc qu'il faut définir le cadre continental comme le cadre pertinent qui va permettre d'organiser les sociétés africaines. Voilà, cher monsieur, ce qu'on pouvait dire sur cette crise du Niger que nous allons continuer à suivre au fil de son évolution. Je vous propose une transition. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission consacrée à l'actualité, au 15e sommet des BRICS tenu cette semaine en Afrique du Sud, à Johannesburg. On se retrouve dans quelques instants. Rentrée académique 2023-2024 avec Subdeco. Suivez des formations délocalisées et obtenez votre diplôme consigné par l'État français et l'État du Cameroun. Bachelor, École supérieure de commerce de Clermont, École supérieure de gestion de Paris, Institut supérieur de commerce de Paris, MBA, École supérieure de gestion de Paris, Institut supérieur de commerce de Paris, Master of Science de l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, diplômes nationaux, BTS, gestion des ressources humaines, marketing, commerce, vente, banque et finance, comptabilité et gestion des entreprises, gestion logistique et transport. Licence, master professionnel, comptabilité, contrôle audit, finance comptabilité, banque, assurance, bourse, gestion des ressources humaines, gestion logistique et transport, marketing digital et distribution, marketing manager opérationnel. Ici, l'université qui garantit un emploi avec ses 3 campus offre des formations professionnelles pour les sections francophones et anglophones en HND, BTS, licence, master, tout en assurant le transport gratuit de ses étudiants. USTI forme dans plusieurs filières: agriculture et élevage, sciences et techniques biomédicales, travaux publics, photographie audiovisuelle, énergie renouvelable, communication des organisations, journalisme, industrie alimentaire, télécommunications et réseaux, génie informatique, ingénierie de la décentralisation, ingénierie pétrolière, comptabilité des entreprises, gestion et commerce-vente, industrie de l'habillement, tourisme, hôtellerie et restauration, capacité et licence en droit, hydraulique, traitement des eaux et assainissement. À l'USTI, le transport est toujours gratuit, internet gratuit et des infrastructures à la pointe de la technologie. Rendez-vous dans les campus de Niom et Omnisport à Yaoundé. Contact 679 225 896 698 844 487. USTI, l'université d'avenir pour l'assurance, diplôme, emploi. Retour dans ce studio pour la deuxième partie de cette émission d'Africa Tribune. Si vous nous retrouvez à l'instant, nous abordons la deuxième escale qui nous mène du côté de Johannesburg où se tenait cette semaine du 22 au 24 août le 15e sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. 5 États qui constituent une organisation alternative aux autres formations menées par l'Occident, le G7 ou le G20, une organisation qui entend être une alternative à l'unilatéralisme occidental mené par les États-Unis et son allié européen. Les 5 États étaient réunis cette semaine en Afrique du Sud avec comme invités 40 autres pays et de nombreux pays africains notamment qui ont manifester leur volonté de retrouver ou d'intégrer cette organisation. Avant de faire le tour de table, je vous propose d'abord un avis éclairé d'un spécialiste des relations internationales, le professeur Pascal Boniface, qui est directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, nous donne son avis sur ce regroupement des BRICS et l'élargissement envisagé à l'issue des travaux. Le sommet des BRICS en Afrique du Sud vient de se terminer. Alors, il n'y a pas d'avancée spectaculaire sur les grands dossiers diplomatiques, mais sa principale conclusion et son principal succès, c'est son élargissement. 6 nouveaux pays vont intégrer ce club qui veut montrer qu'il a le vent en poupe, qui veut montrer qu'il est dans une dynamique. L'élargissement est un vrai défi pour les BRICS. S'élargir trop, c'était se diluer.
alors qu'il y a déjà effectivement beaucoup de différences entre les membres actuels, les 5 membres actuels, sur le plan économique. La Chine écrase un peu tout. Sur le plan politique, les régimes sont très différents. Sur le plan du statut diplomatique, il y a des membres permanents du Conseil de sécurité, des pays nucléaires, d'autres qui ne sont ni l'un ni l'autre. Et il ne faut pas aller pousser trop loin les différences. Et donc le défi, c'était de s'élargir, mais pas trop. Et de ce point de vue, on peut dire que c'est relativement réussi. Un élargissement prouve l'attractivité de ce club, cette possibilité de peser un peu plus. Peser un peu plus démographiquement déjà. Les BRICS, c'est déjà plus de 40% de la population mondiale, 25% du PIB mondial. Les nouveaux membres ne sont pas des géants économiques. Certains sont quand même des pays très puissants économiquement. D'autres sont très puissants démographiquement. Exemple, l'Éthiopie. Seulement 100 milliards de dollars de PIB, c'est 170 fois moins que la Chine, mais 30 fois moins que l'Inde, mais un géant démographique avec 120 millions d'habitants. L'Égypte, c'est pas un pays économiquement très stable, c'est un client de l'Arabie Saoudite et des Émirats Réunis qui est aussi faut leur entrée, mais c'est un pays de 109 millions d'habitants. Il y a 2 entrées de 2 continents différents, l'un africain, l'Éthiopie, donc j'en ai déjà parlé, l'autre c'est l'Argentine, pays lié au Brésil, même s'il peut y avoir un changement de majorité. Le Brésil et l'Afrique du Sud étaient réticents à trop d'élargissement, ils ne pouvaient accepter qu'un seul pays de leur continent pour ne pas perdre leur leadership. Et puis il y a l'Iran. Alors l'Iran économiquement ça pèse pas grand-chose, mais c'est un pays pétrolier et surtout c'est un pays qui a une vraie tradition de détournement des sanctions américaines. En fait, l'Iran et l'Arabie Saoudite rentrent en même temps avec les Émirats Arabes Unis. C'est donc en fait un élargissement qui est aussi un élargissement pétrolier et gazier de ces BRICS. Et on voit que, outre le fait de se donner une assise démographique, diplomatique, voire économique plus importante, ce qui compte, c'est de travailler plus encore à la dédollarisation de l'économie internationale. Les Émirats Arabes Unis, alors c'est pas un géant démographique, à peine 9 millions d'habitants, économiquement ça pèse plus, surtout c'est un pays qui est très actif diplomatiquement et qui a des relations très suivies avec l'Inde, et l'Inde achète en roupies le pétrole qui vient des Émirats Arabes Unis. De même que la Chine achète dans sa monnaie nationale le pétrole qu'elle achète en Arabie Saoudite. Et donc, on voit bien que, notamment pour ce qui est des transferts énergétiques, il y aura de plus en plus de pression pour les faire, et d'action pour les faire dans d'autres monnaies que le dollar. Un trop grand élargissement aurait rendu ce club trop disparate. On peut dire que cet élargissement-là, il est maîtrisé, il est réussi. Et puis bonne nouvelle pour Poutine, le prochain sommet aura lieu en Russie. Et là, Poutine n'aura pas à calculer s'il doit ou non y participer, quels sont les risques de quitter son siège à Moscou de peur des troubles politiques intérieurs, ou de partir à l'étranger de peur de son inculpation devant la Cour pénale internationale. Il sera le premier hôte d'un club des BRICS élargi qui va devenir désormais un G11. Ce club, dans les membres, il y a des pays qui ont de bonnes relations avec les États-Unis, mais ils ne veulent pas être prisonniers d'une relation bilatérale exclusive avec les États-Unis. Et dans cette optique, l'adhésion de l'Arabie Saoudite, mais aussi des Émirats Arabes Unis, est un succès, à la fois pour les BRICS qui ont attiré ces pays, mais également pour l'Arabie Saoudite qui montre qu'elle a une diplomatie qui n'est plus uniquement dédiée aux États-Unis et que finalement elle peut voler beaucoup plus de ses propres ailes. Sans couper bien sûr le pont avec les États-Unis. Il y a dans ce club des pays qui ont des relations exécrables avec les États-Unis, et l'Iran en fait partie, et d'autres qui veulent garder des relations avec les États-Unis et les Occidentaux, mais qui veulent élargir leur marge de manœuvre et une fois encore ne plus être dépendants. Le club des BRICS, désormais élargi, se présente de plus en plus comme l'anti-G7 ou l'alternative au G7. Voilà, professeur Elvis Ngolé, les BRICS et tout ce qui donc à la porte de cette organisation, la question qu'on se pose est de savoir cette nouvelle organisation est-elle réellement capable d'amorcer la refondation de l'ordre mondial, de l'ordre international, évincer les institutions de Bretton Woods, l'unilatéralisme occidental mené par les États-Unis et leurs alliés européens. Vous savez, la venue des BRICS, ou bien le dernier 15e sommet des BRICS à Johannesburg, pour moi, c'est un moment fort dans
les aucun relations... participait au Cameroun, représenté oui, par aucun le participait au Cameroun. En tant que voilà. participant, aucun participait notre pays. Tu avais le représentant de chef de l'État, le Premier ministre Dion Ngouté. Ce que je peux vous dire, c'est que les BRICS est un club, est un regroupement, est un acteur de relations internationales globales qui donne beaucoup d'espoir et qui est en fait, qui porte beaucoup des opportunités pour l'Afrique. La question c'est, quelles sont ces opportunités? On disait tout à l'heure, quand vous regardez l'Afrique depuis 63 ans, l'Afrique a été beaucoup plus une victime. Non seulement de l'ordre international. De l'ordre international. L'ordre international qui a été créé il y a 78 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Afrique était totalement absente. Je crois que le seul pays qui était quelque part, c'était l'Égypte et je crois l'Éthiopie. Mais ne pourrait rien faire. Pour la plupart, l'Afrique était totalement absente. Et cet ordre international, depuis 78 ans, reste toujours. Ça a déjà commencé par un système qui a été bipolaire parce qu'il y avait la guerre froide et tout, et il y avait les deux blocs. Et après, maintenant, après la chute du mur de Berlin, c'est devenu comme un système, un ordre qui est unipolaire. Toujours l'Afrique victime, très comprimée, et les Africains ont pendant 63 ans de leurs indépendants, ils ont tenté de faire toutes sortes de mécanismes, de politiques pour étrangères, diplomatie, pour essayer de trouver un peu de liberté. Ça n'a pas réussi. Les Africains ont tenté le groupe de non-alignés, ils ont tenté le groupe de toutes sortes. Ça n'a pas toujours donné, puisque en fin de compte, en fait, l'Afrique est restée toujours absente. Vous regardez G20, G7, n'importe quel groupe, vous regardez même les Nations Unies qui doit être le mécanisme de gouvernance mondiale qui est classique, c'est-à-dire les Nations Unies. Quand vous regardez très bien, l'Afrique n'a pas de voix prépondérante puisque l'Afrique n'appartient pas aux 5 permanents avec le pouvoir de veto. Et toutes les tentatives qu'on a, tous les efforts qu'on a fait pour réformer n'ont abouti à rien. Donc, pour la première fois, depuis la création de BRICS il y a 15 ans, on constate que voici un regroupement, une alliance, ou bien un bloc, ou bien un club de pays qui regardent l'Afrique avec un peu plus d'inclusivité. Puisque d'abord, les BRICS ont commencé comme BRIC, après ils ont ajouté le S pour inclure l'Afrique du Sud. Et maintenant, nous voyons qu'il y aura 3 pays, États africains, sur les 11, à partir de janvier, si on tient compte de la décision qui vient d'être prise en admettant ces 6 pays. Donc pour la première fois, il y a un acteur des relations internationales qui voit l'Afrique en termes d'inclusivité, en termes plus positifs. C'est-à-dire que l'Afrique peut jouer un rôle. Qu'est-ce que les BRICS peuvent porter à l'Afrique? La première chose, c'est que c'est une plateforme qui permet à l'Afrique de montrer que lui aussi, il fait partie de l'ordre mondial qui existe. Deuxième opportunité pour l'Afrique, c'est que les BRICS ont créé une banque de développement qui regarde l'Afrique avec beaucoup plus de considération par rapport à l'ordre existant, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI et les autres. Donc, troisième avantage, c'est qu'il y a possibilité qu'il y ait d'autres États africains qui seront admis dans ces groupes. Je ne veux pas parler, je crois que les co-panélistes vont parler. Si vous regardez donc ces regroupements qui regardent l'Afrique avec beaucoup plus d'inclusivité, avec beaucoup plus de considération, et qui donnent l'Afrique une plateforme que l'Afrique n'a pas eue pendant longtemps dans le cadre de l'ordre mondial existant depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'il y a une voie
que l'Afrique peut, pour permettre à l'Afrique, pour qu'il y ait beaucoup plus d'équité, beaucoup plus d'injustice, beaucoup plus de liberté pour les Africains par rapport à l'ordre existant. Et quand vous regardez donc le poids que ce regroupement va avoir, je crois que les statistiques sont là, mais ce n'est pas un regroupement de pays néants, puisque si vous comparez avec le G20 ou les G7, mais c'est un bloc qui est très important et très, sur le plan économique, sur le plan géopolitique, c'est pas petit. Et le fait que ce bloc regarde l'Afrique avec beaucoup plus de considération, c'est déjà un début. Moi, on disait tout à l'heure, je pense qu'avec les BRICS, c'est un début de réforme de la gouvernance mondiale qui peut permettre à l'Afrique d'être d'être considéré comme un acteur plus sérieux à l'international, puisque jusqu'à présent, je crois qu'on considère a fait comme si les 54 pays africains ne sont pas, comme ils étaient absents il y a 78 ans, ils sont pas toujours importants. Pourtant, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis 63 ans pour que l'Afrique émerge, ou bien pour que l'Afrique se réveille. Mais nous pensons qu'avec les BRICS, il y a une plateforme, il y a des opportunités, et c'est les Africains de saisir ces opportunités. Avec l'aide avant de passer la parole à Sylvestre Belniak, on peut peut-être revoir ce visuel des BRICS qui présente la cartographie qu'aura cette organisation à partir du 1er janvier 2024. Voilà la cartographie des BRICS à partir de 2024. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes, l'Arabie saoudite et l'Iran. Et la petite précision, cette nouvelle composition à partir du 1er janvier 2024, des BRICS+, ce sera la nouvelle dénomination, devrait contrôler 80% de la production mondiale du pétrole. Sylvestre Lebelniak, la question qu'on voudrait se poser, de savoir si on parle d'un mouvement alternatif, est-ce que on ne va pas se retrouver dans une organisation sous pavillon chinois avec un dictat d'un nouvel hégémon en fuyant l'hégémon occidental sous pavillon américain? On se retrouve plutôt avec un nouvel hégémon. Et l'Afrique, comme le disait le professeur Evans Ngolengole, qui était comprimé dans des anciennes configurations, pourrait encore se retrouver à l'étroit dans cette configuration des BRICS? C'est pour moi, je n'aurais pas le même optimisme que le professeur. Pas le même. Parce que la réalité est que si vous faites la géographie de ces pays, vous allez vous rendre compte que c'est les pays qui n'étaient pas de la campagne pour la colonisation, pour la plupart. Et qui, sur le plan stratégique, ont connu un retard en termes de positionnement stratégique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ceux qui ont conquis le monde par la force de la ruse avant n'y sont pas. Mais ceux qui entendent conquérir le monde avec l'argent, ils sont. Le problème de l'Afrique de l'argent, c'est quoi? Et là, je reviens à mon maître qui disait, du retour des Nations Unies en 1952, on demande en France quels sont les rapports entre son parti, l'UPC, et le Parti communiste français. Il leur répond que c'est les rapports d'un homme qui se noie et qui n'a pas à regarder la couleur de la main qui vient le sauver. L'opportunité que les BRICS peuvent représenter par l'Afrique, c'est que c'est une alternative qui nous permet de redimensionner nos relations avec l'Occident impérialiste. Il faut le dire clairement. Mais je ne fais pas confiance entièrement à ces gens, parce que lorsque vous regardez les disparités entre la typologie de ces acteurs, il y en a qui seront comme dans la secte, il y en a qui seront des gourous, d'autres comme des anciens d'église, et d'autres comme des simples clients, s'ils ne sont pas pris comme des simples chrétiens. Mais le problème de l'Afrique, c'est identifier ces problèmes et les adresser avant d'aller à gauche ou à droite. Alors, nous disons tout à l'heure que le problème de l'Afrique, c'est que nous avons accepté, bon gré mal gré, d'être la plantation des autres. C'est un problème. Le président Biya a dit il y a quelques années que nous devons passer d'une économie de rente à la transformation structurelle de l'économie. Les outils de transformation de l'économie de rente en économie réelle
tarde à venir, à se faire voir, notamment sur le plan infrastructurel. Vous ne pouvez pas être compétitif, vous n'avez pas le minimum d'infrastructure. Ça tarde à venir. C'est le même problème qui va se poser avec les BRICS. Je rappelle qu'on a créé la Banque mondiale, du moins les anciens pays du GATT, pour reconstruire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut le comprendre. Donc, ici, là, on a créé les BRICS. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question. Les BRICS ont été créés pourquoi? Évidemment, pour contrecarrer l'unipolarité du monde occidental. Et la place d'Afrique n'y est pas. Et c'est pour ça que moi, je préfère, là, on fait le concours pour accéder, que là, on me copte sur des rapports que je ne connais pas. Sur la base de quoi on peut prendre l'Éthiopie et pas, je dis pas le Nigeria. C'est purement politique. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'un positionnement géostratégique. Si vous regardez la carte, en fait, on prend quelques pays de l'Afrique du Nord et de l'Est, après on tombe en Afrique du Sud, après on va rentrer pour nous encercler. Regardez l'autre carte qui reste. L'autre carte est effectivement l'inverse de celle-ci, sur le plan géographique. Donc il faudra que l'Afrique, et comme le professeur l'a dit ici, le professeur Onanguini, l'Afrique ne peut être forte que dans sa structuration comme un État africain. Les autres ont des composantes. Mais tant qu'on va rester, qu'on a coopté aujourd'hui l'Algérie, on coopte demain l'Éthiopie, on sera faible partout où nous irons. Donc il faut aujourd'hui que l'Afrique adresse... L'Afrique a un problème qui est éminemment politique, qui est qu'on a été émietté, on a des frontières que les autres nous ont imposées. Mais comme nous avons la chance d'être un bloc, on peut plus facilement nous mettre ensemble. Lorsqu'on sera ensemble, nous allons nous imposer partout où on ira. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va quitter le côté occidental pour aller dans les BRICS. Non. Je pense que les BRICS nous servent d'opportunité de régulation de nos rapports avec les uns avec les autres. Parce que lorsque vous n'avez pas une autre alternative, quelquefois c'est un peu comme quelqu'un, tout seul le disait tout à l'heure, que vous êtes là, vous n'êtes pas content, mais vous êtes content de la rente qu'on vous verse. Maintenant qu'il y a une autre possibilité de rente, c'est comme ça que je considère ça, on peut donc bien négocier soit la rente, soit le véritable partenariat. Et pour arriver au partenariat, il faut se connaître. Le partenariat est un lieu de rencontre où chacun évalue ses potentialités, identifie ses problèmes et les adresse, et va vers les autres. Ou alors on se rencontre à un moment donné. Mais si vous pensez que vous êtes assis chez vous, je fais un dessin, on dit, bon, nous les BRICS là, qui valons 40% du PIB mondial, qui valons 41% de la population mondiale, on vous copte. Sur la base de quoi me copte-t-on? Lorsque moi, je n'ai pas posé mes véritables problèmes. Et c'est pour ça que l'Afrique, pris pays par pays, va être, je peux dire, un problème marginal partout. Il faut que l'Afrique se structure autrement. Lorsqu'on va se structurer autrement, je peux te rassurer que le continent africain qui pèse plus d'1 milliard en termes de population, 1,4 milliard, qui va peser également au moins 15 à 20% du PIB mondial. En ce moment-là, il ne faut pas que c'est les gens qui nous passent. En fait, c'est comme si les gens font une faveur. Lorsque l'Afrique sera l'Afrique, elle va s'imposer aux autres. C'est un peu comme le soleil. Lorsque le soleil brille, vous fermez vos yeux, le soleil continue à briller. Mais aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'on va se faire voir devant les BRICS ou devant les Américains. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut que l'Afrique aujourd'hui s'arrête. Je pense que, je vais me souvenir de dire, les petits États africains pris individuellement ne vont servir à rien, nulle part, tant qu'on ne sait pas structurer en termes de bloc. Bon, ce n'est pas la chose la plus facile, hein, mais si comme un Nkrumah en parlait il y a 70 ans, et qu'on se rend aujourd'hui 70 ans après qu'il avait raison, ça veut dire qu'en fait, nous pouvons commencer là où il s'est arrêté, là où nous l'avons évacué pour l'envoyer dans l'au-delà. Il faut aujourd'hui dire que les comme Nkrumah, les Omnibus qui pensaient à l'Afrique en termes d'un État, ça peut être fédéral, il n'y a pas de problème, on doit donc aujourd'hui, je peux dire, adresser cette problématique et la structurer. Pour que d'ici 30 à 40, 50 ans, que l'Afrique qu'on prend aujourd'hui comme une faveur, c'est-à-dire quand vous commencez dans les BRICS, vous faites la fête chez vous. C'est un peu comme lorsqu'on nomme un ministre. On vous confie une charge qui est très lourde, mais vous aurez la fête pour les avantages. Donc il faut équilibrer les deux, entre les charges, les avantages, et voir là où l'Afrique va véritablement trouver son compte. Pour moi, il faut que l'Afrique cesse d'être la plantation des gens, que l'Afrique exploite sa plantation, transforme ce qui vient de là et aille vendre aux autres qui sont des clients. Évidemment, on ne va pas se passer des autres, il n'y a pas de dotation des êtres humains. L'Afrique va aussi acheter, c'est dans les plantations des autres, mais le produit transformé. Peut-être qu'on va se contenter de la division faite par les Américains pour dire il y a des pays qui vont produire la matière première, d'autres qui vont transformer, d'autres qui vont distribuer, d'autres qui vont consommer. Non.
il faut structurer l'Afrique autrement, de manière que demain, lorsqu'on parle des BRICS, ce ne soit pas une faveur qu'on nous fait, ou bien parce qu'on a accédé, on n'aura accédé à rien du tout, mais on aura un point qui va amener les gens vers nous. C'est le problème. Professeur Mathias Eric Onanguini, les BRICS à terme, toutes les analyses sont convergentes là-dessus. Il faut parvenir à la dédollarisation de l'économie mondiale, avoir des monnaies de référence alternatives. L'Afrique elle-même a son projet d'intégration à l'échelle régionale, la zone de libre-échange continentale, qui a une déclinaison monétaire. Est-ce que ce n'est pas là encore, comme on le fait d'ailleurs, le procès qu'on fait aux pays africains, d'aller en rang dispersé dans les différentes organisations, la francophonie, il y a quelques jours, c'était du côté de la Russie, tous les pays dans le monde, même les moins importants, convoquent tout le continent africain. L'Afrique ne risque-t-elle pas, une fois de plus également, s'éparpiller ou aller dans un projet qui, in fine, ne servira pas ses intérêts? C'est un risque effectif que les pays africains courent s'ils n'ont pas une lecture appropriée des recompositions qu'apporte le club des BRICS+. Il faut d'abord comprendre la logique de ce club. Ce club-là, il a un noyau. Ce sont les États fondateurs, c'est-à-dire les BRICS. Maintenant, ce noyau est en lutte avec le noyau dominant du monde qui conserve le leadership planétaire. Et il s'agit donc pour ce nouveau noyau de renverser l'équilibre à son profit, à son avantage. Et pour le faire, les dirigeants donc des BRICS sont conscients qu'ils doivent construire une coalition. Et cette coalition, donc, ils sont en train de l'élargir avec un socle. Il n'est donc pas question pour eux, comme le disait tout à l'heure Pascal Boniface, de trop élargir. Il est question de faire accompagner leur projet contre-hégémonique par un socle. L'enjeu étant la recomposition. Oui, un projet contre-hégémonique porte nécessairement un projet hégémonique. Ce n'est pas un problème en soi. Le vrai problème maintenant pour l'Afrique, c'est de pousser pour que cette contre-hégémonie rencontre une résistance africaine. Et cette résistance africaine n'existera que si les leaders, les élites et toutes les couches de l'Afrique comprennent l'avantage fondamental qu'il y a à construire, à reconstruire une ère civilisationnelle africaine. C'est cette ère civilisationnelle africaine-là qui est la condition de la réémergence de l'Afrique à l'échelle du monde. Donc, que des pays africains soient dans cette coalition, ce n'est pas le problème. Par contre, il est fondamental pour ces pays et pour les autres pays qui ne sont pas dans la coalition de se concerter pour voir quel sera l'effet de la recomposition qu'apporte le club BRICS+ sur les relations internationales mondialisées et sur la position que l'Afrique a donc dans le monde. C'est ce travail donc que les Africains doivent pouvoir faire. Mais quel est l'intérêt de ce club BRICS+? C'est-à-dire qu'il montre que, comme disent les militants de certaines sensibilités, un autre monde est possible. C'est-à-dire un monde où le pouvoir mondial n'est pas confisqué. Parce que nous sommes clairement dans une situation de dictature mondiale qui montre qu'en fait les valeurs proposées par les pays centraux sont des valeurs élastiques. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dire que vous êtes pour la démocratie, pour la liberté, pour l'économie de marché en exerçant la dictature au plan mondial qui est exprimée dans l'architecture du système de gouvernance où il y a un noyau oligarchique qu'on appelle donc le club des 5 permanents. Et dans ce club des 5 permanents, il y a 3 qui sont là, c'est parce que, et il y a 2 qui sont là, c'est parce que les autres ne peuvent pas les empêcher d'être là. Parce que si ces autres-là pouvaient les empêcher, ils n'y seraient pas. C'est-à-dire la Russie et la Chine. Ce sont les conditions de force, c'est-à-dire les rapports de force qui ont fait que la Chine et la Russie soient là-dedans. Sur le plan économique,
vous dites qu'il y a une économie donc de marché, sauf que vous imposez à certaines parties du monde, vous les condamnez à rester dans une organisation rentière. C'est-à-dire que vous empêchez donc que le marché s'exprime de manière positive dans cet espace et vous utilisez la prédation pour prendre toutes les ressources. Et ça fait donc que vous rendez impossible, je dis bien impossible, le gouvernement de ces espaces. Voilà pourquoi dans nos pays, on court dans le sac. Ce n'est pas une affaire d'enlever A pour mettre B au pouvoir. Parce que ça ne change strictement rien tant qu'on n'a pas assuré les conditions fondamentales de souveraineté. Et à ce moment, quand A ou B sont au pouvoir, qu'est-ce qui va donc importer pour eux? C'est simplement gérer les rentes qu'on leur concède. Mais ils sont incapables dans ces conditions de transformer collectivement leur espace. Or, l'enjeu que nous avons, c'est la transformation collective de nos espaces. Et ça, ce n'est pas possible tant que les Africains, et particulièrement ceux qu'on appelle commodément leurs élites, ne comprennent pas que la seule chance pour l'Afrique de réémerger dans le monde, c'est de reconstruire, parce qu'il y a des éléments qui existent, une ère civilisationnelle africaine. Bon, c'est pas le thème, on ne va pas décliner à quelles conditions cette ère-là peut être reconstruite, mais c'est fondamental. Et il faut donc maintenant tirer les BRICS Plus vers la logique qui permette à l'Afrique de ne plus être la plantation des autres. C'est ça que les Africains doivent faire maintenant. Donc les pays qui sont là, Éthiopie, Égypte, Afrique du Sud, doivent inscrire la question dans les discussions de l'Union africaine. C'est-à-dire comment utiliser leur présence pour engager un rééquilibrage et pour consolider donc la multipolarisation du monde. Parce que l'enjeu de tous ces moments, de tous ces mouvements, c'est qu'il y ait une multipolarité de la puissance. Pourquoi la multipolarité de la puissance est bien? Parce que c'est le meilleur bouclier contre les oppressions et les oppressions de type civilisationnel et racial. Ça veut dire que s'il y a des puissances relativement équilibrées sur tel continent ou tel semi-continent et appartenant à des aires culturelles, une logique d'oppression de certaines parties du monde contre d'autres devient impossible. Voilà. Merci pour ces analyses, professeur Ronan Guigny. Nous vous disons merci à vous, monsieur le ministre, professeur Elvis Ngolengole, Sylvestre Lebel-Niek, merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous disons un grand merci au réalisateur Romuald Gantia qui a assuré la diffusion de cette émission. Prenons rendez-vous dans une semaine pour une autre édition d'Africa Tribune. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse le continent africain. À très bientôt.